exactement 20 minutes pour une période de questions. J'inviterai les personnes qui sont intéressées à poser des questions à nos 3 panélistes de bien vouloir se diriger vers le micro qui est au milieu de la salle. La parole est à vous. Merci beaucoup pour vos présentations, du moins celles que j'ai pu attraper. Ma question est pour Cédric. Je pensais pas, vu que tu es médiéviste. Mais moi, j'ai pris beaucoup de notes dans ma tête. Okay, j'ai beaucoup apprécié ta présentation parce que moi, les oraux, ça n'a jamais été ma partie préférée. Moi aussi, un peu plus tard dans la journée, je vais traiter de vulgarisation. Pas nécessairement là, dans les mêmes, sous le même angle. Puis justement, j'étais curieuse de savoir parce que tu as conclu un peu en disant que tu étais frileux à l'idée de commenter l'actualité, tu as évoqué certains parallèles pour le moins un peu douteux qu'ont fait tes étudiants. J'aimerais savoir quelle est la place de l'actualité pas de l'actualité, les nouvelles, tout ça, mais vraiment plutôt le contexte actuel, les enjeux actuels. Est-ce que tu fais des parallèles? Est-ce que c'est présent dans ton cours ou vraiment tu offres de la culture générale à tes étudiants, puis c'est plus ou moins en relation avec ce qui se passe aujourd'hui, ou tu intègres ça à ton cours? J'aimerais ça savoir un peu comment tu gères tout ça. Excellente question, mais merci Catherine. De base, le but, c'était de ne pas en parler du tout de l'actualité. Le premier cours que j'ai présenté, c'était Europe 1815 à 1989. Je me disais, on va finir avec la chute du mur de Berlin, ça va être parfait, il n'y aura pas de problème. Et ils m'ont revenu en disant, tu peux te rendre jusqu'en 2015, les gens veulent absolument pas entendre parler d'actualité. Là, je suis comme, bon, OK, m'en parler, mais c'est bien parce qu'il faut. Et j'ai essayé d'entrer dans ma trame narrative parce que quand je préparais le cours, on venait de subir, c'est drôlement dit, le Brexit venait de se faire voter. Donc, il fallait absolument parler de Brexit, j'avais pas le choix. Donc, c'est pour ça que le thème entre unité et dissociation en Europe m'a paru comme étant important. Donc, pour ta question, oui, je parle d'actualité, mais j'essaie de parler d'actualité que je suis capable de comprendre et de la nuancer vraiment le plus possible. Quand on me demande est-ce que Poutine est le nouveau Staline, j'ai beaucoup de difficultés à parler de ça parce que j'écoute des politicologues, j'ai écouté beaucoup de politicologues qui parlaient de Vladimir Poutine, puis ils n'étaient même pas d'accord entre eux quand ils sont censés connaître le sujet quand même pas pire, alors que moi, j'ai aucune idée c'est quoi. Donc, j'essaie de garder le plus de distance possible, mais en permettant une interprétation pour pas que les gens sortent du cours et fassent leur propre interprétation boboche un peu. Je leur donne le matériel pour qu'ils puissent faire une interprétation. Donc, présentement, dans le cours que je fais, Europe et ses défis 1945 à 2015, je me rends jusqu'à la crise grecque, puis je parle aussi des migrants et du Brexit. Donc, je n'irai pas dire est-ce que l'Europe devrait accueillir plus de migrants ou non, même si c'est clair que je vais me faire poser la question dans 2 semaines, là, c'est sûr. Mais je dis, c'est quoi les enjeux par rapport à ça? Qu'est-ce qui s'est passé par le passé? Donc, oui, je touche à l'actualité, mais j'essaie de garder une certaine distance. C'est pour ça que je dis que c'est un exercice difficile, que j'ai toujours pas trouvé de solution, mais que j'essaie. Et je pense que ça serait, je vais prendre un gros mot, là, donc tenez-moi pas au mot, s'il vous plaît, parce que c'est pas écrit, mais un peu irresponsable de ne pas le faire, de ne pas parler d'actualité, parce que ces gens-là sont nourris aux nouvelles qui, pas parce que les nouvelles, c'est foncièrement mal, mais ils sont à 5 minutes pour expliquer quelque chose qui en prendrait 2 heures. Donc, si on leur donne pas une base, ils vont juste se rattacher à ce qu'ils connaissent, puis ils vont sortir des interprétations un peu étranges. Donc, c'est pour ça qu'il faut, je crois, parler d'actualité, mais garder une certaine retenue. Ça répond à la question? OK. Ma question est pour toi, Mélanie. Justement, j'aimerais revenir sur ce que tu disais tantôt en conclusion. C'est à savoir, penses-tu que si on faisait finalement de la mythologie comparée entre les mythes gréco-romains et le texte biblique en s'appuyant à la fois sur l'iconographie qu'on a pour le monde grec, antique et celle que tu as dans ton manuscrit finalement, penses-tu que ça permettrait de décloisonner à la fois la discipline des sciences religieuses, mais en même temps, est-ce que ça ne donnerait pas le goût d'aller davantage regarder les textes, d'aller davantage creuser finalement comment était pensée, vécue et représentée la religion chrétienne, catholique, byzantine, etc., orthodoxe, finalement, aujourd'hui, comment ça pourrait faire le lien au niveau de la pédagogie de l'enseignement dans le secondaire, au final? En tout cas, à l'université française, tu sais, on découpe par ère, donc cette comparaison, elle est impossible, quoi. Entre la mythologie gréco-romaine et la mythologie biblique, c'est impossible, on ne le fait pas, mais je pense qu'il y aurait des liens, parce qu'il y a des, voilà, il y a des choses qui sont assez communes, donc
normalement, il y aurait des liens. Après, ça dépend de la période aussi, parce que avec mon manuscrit, je ne pense pas que je pourrais prendre quelque chose qui est trop lointain non plus, mais oui, comme je m'attache quand même à étudier ces images vis-à-vis de l'exégèse qui peut parfois être antique, même très souvent elle est antique, puisque la période médiévale s'attache sur leur culture antique, forcément la période d'avant. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de liens à faire et qu'il y a beaucoup de progrès à faire là-dessus, justement, pour que ça attire peut-être plus de monde et que ça arrête on va dire que les jeunes aujourd'hui n'ont pas vraiment envie de s'intéresser à ça puisque c'est trop proche d'eux culturellement. Donc peut-être que passer par le plus lointain pour revenir à ces questions de religion, monothéiste, chrétienne ou autre, ça pourrait peut-être intéresser un peu plus. Mais moi, petite doctorante, je peux pas répondre trop là-dessus vis-à-vis de tout ce qui peut se faire. Voilà. J'aimerais juste d'abord, vous m'entendez bien, oui? Vous remercier d'abord pour les présentations. C'était vraiment captivant, super intéressant. J'aurais 2 questions, en fait, une pour Samuel et une pour Cédric. Donc d'abord, Cédric, je me demandais, est-ce que, tu parlais d'actualité, je trouve ça fascinant, est-ce que tu parles aussi de mémoire? Par exemple, pour aborder la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que, comme point de départ, tu peux prendre, par exemple, les traces mémorielles que les gens sont habitués à voir à Sherbrooke ou ailleurs pour ensuite faire un retour vers le passé? Et Samuel, en fait, pour ce qui est de ta présentation, c'était vraiment fascinant. Ça donne une très bonne idée de ce que tu fais en ce moment à la maîtrise. Et je me demandais, est-ce qu'au cours de ton cheminement de l'étude des représentations de la criminalité des Sino-Montréalais, tu as pu en fait faire des recoupements avec d'autres groupes minoritaires au Québec ou au Canada dans la manière que la criminalité est représentée au sein de ces groupes-là? Merci. Tu veux-tu y aller avant, Sam, ou je vais? Tu peux y aller. OK. Bonne question, un peu perturbant, mais bonne question. Perturbant parce que j'ai pas pensé à faire ça, mais oui, j'aurais pu, mais je connais pas assez l'histoire de Sherbrooke, par contre, pour dire, regardez, telle chose a été utilisée pendant la Première Guerre mondiale ou la Deuxième. En Europe, se passait ça, mais ça aurait été une bonne idée de le faire. Ce que je pensais faire, puis là, j'ai un petit peu été rushé pour le dernier cours, mais ce que j'aimerais faire, c'est... je m'intéresse aussi, parallèlement à ça, beaucoup aux médias. Je suis un grand fan des médias. Là. J'aime beaucoup voir et interpréter quand les médias font des choses. Ça me fascine parce que les masses médias envoient tellement d'informations à tout le monde que si tu connais quelque chose, généralement, ça passe par un média. Ce que je veux faire pour le prochain cours, si j'ai plus de temps, c'est de commencer avec un bout de film, puis de le déconstruire vers ça, c'est pas vrai, ça, c'est vrai. Par exemple, j'ai en tête, je parle pas d'histoire du Japon, là, mais ce que j'ai en tête pour faire ça, ce serait Le Dernier Samouraï. Tout le monde fait comme Le Dernier Samouraï, les samouraïs étaient donc épiques, puis ils se battaient. Puis prendre ce qui est vrai là-dedans, puis ce qui n'est pas vrai. Puis vu que les gens ont vu des films, ça les aide à mieux comprendre parce que ça leur donne un référent. J'ai un peu fait ça avec Goodbye Lenin pour l'Ostalgie en Allemagne, que j'ai trouvé vraiment intéressant. J'ai pas été capable de le présenter en classe parce qu'il y a eu quelques confusions. Mais sinon, présenter des bouts de films aux gens, ça aide toujours à se raccrocher à quelque chose parce que tout le monde a vu un film. Là. Mais par rapport à l'histoire locale de Sherbrooke, je vais penser à ça. Parce qu'effectivement, j'ai un public qui est très cherbrouquois. Fait que je pourrais faire ça. Merci pour ta suggestion. Oui, pour la question à propos du lien avec d'autres populations, je dois avouer que ça m'avait déjà intéressé, surtout quand je faisais mon historiographie. J'avais regardé pour la population italienne et juive. Et je peux dire qu'il y a certains liens qui peuvent être faits, mais il y a vraiment des grandes différences parce que ce n'est pas les mêmes traits qui sont liés à chaque population et que certaines populations ont des traits plus... disons, agressivement mis de l'avant. Par exemple, les Juifs, il y a certains traits religieux qu'on reparle, qu'on met de l'avant. Italiens, il y a certains traits dans le comportement et autres qu'on met de l'avant. Je dirais aussi, par exemple, que pour ce qui est de la criminalité et autres, quelquefois, on remarque assez vite que dans les journaux, oui, on le nomme assez vite quand ça fait partie d'une population autre que la population normale, mais la manière de décrire la situation ne change pas vraiment de si c'est par exemple, une maison de jeu d'un Montréalais bien normal. C'est juste que dans le cas de certaines populations, telles les Sino-Montréalais, on va vraiment nommer que c'est cette population-là qui s'occupait de cette maison de jeu-là, et on va lier cela avec des référents culturels qui ont rapport avec ces maisons de jeu, étant donné qu'il y a des référents qui ont été liés. Pour d'autres populations, par exemple, les populations juives qui sont installées dans... On n'a pas vraiment les mêmes référents, c'est plutôt dans d'autres situations plus religieuses et autres qu'on va faire référence à ces faits-là. J'espère avoir pu répondre à ta question sans prendre trop de temps.
J'aurais une question pour Samuel. Oui. Je me déplace à votre micro, ça va ici. Totalement honnête, au début de la présentation, j'étais trop stressé pour comprendre le cadre temporel. Est-ce que tu te rends après la Deuxième Guerre mondiale? Dans mon mémoire, à la base, je me suis rendu bien après la Deuxième Guerre mondiale. OK. Mais pour la présentation ici, je me suis arrêté avant parce que après la Deuxième Guerre mondiale, on passe dans un temps de transition, en fait, où est-ce qu'on fait beaucoup de références à ce que j'ai dit pour la première époque, mais aussi on voit des changements, où est-ce qu'on se distancie de certains stéréotypes, ou du moins on les modifie tout en restant liés, par exemple, à la question de religion, la question de la criminalité reste, mais on se dissocie un petit peu de la question de l'opium et des maisons de jeu, etc. OK. Donc, je ne voulais pas vraiment m'embarquer dans une autre période qui est vraiment plus distancée. OK. Ben, je vais te poser une question sur la période après, parce que au pire, si tu peux répondre, c'est correct. Là. Est-ce que le fait que la Chine devient progressivement communiste crée un autre rapport d'altérité par rapport aux Chinois, genre les communistes sont donc méchants, mais en plus sont chinois, ou ça n'a pas rapport? Étrangement, pendant la période juste après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire de 1945 à 1960, on en entend peu parler, à part pour justement dissocier la population qui est dans le quartier chinois de Montréal, pour dire qu'ils ne sont pas vraiment liés à la population communiste. Ça doit être aussi parce que le Kuomintang, qui était le parti nationaliste qui était opposé aux communistes, avait quand même un certain prestige dans le quartier, une certaine présence. C'est vraiment en plus, en fait, après les années 1960, quand on parle de la Chine qui reprend ses discussions diplomatiques avec le Canada et les pays de l'Ouest, que là, on entend plus parler de communistes dans le quartier avec des personnes qui vont fièrement mettre le drapeau de la Chine communiste, etc. OK. Merci. De rien. J'aurais une question pour Mélanie. En fait, j'en ai plein, je t'en posais juste une. Tu parlais de pertinence, de la remise en question qu'on fait de la pertinence de la discipline historique, etc. Et tu semblais beaucoup insister sur celle qui venait de l'extérieur de l'université. Et je voudrais t'entendre sur ce sujet-là, mais provenant de l'université. Comment est-ce que l'université, voire même la faculté, ou même au sein de la communauté historienne, c'est quoi le regard qu'on jette sur le fait que tu fais des études religieuses? Est-ce que tu as un stigma? Est-ce que tu es marginalisé là-dessus? Est-ce qu'on remet en doute la pertinence ou non? Alors, en fait, non, pas spécialement. Ça dépend peut-être des cas où on ne doit pas me le dire forcément aussi, si voilà. Mais c'est vrai qu'il y a toujours la question, c'est ce que je disais, de la foi du chercheur quand il est en histoire religieuse. Et souvent... plusieurs historiens qui pouvaient être aussi en antique ou autre, pour eux, c'est pas possible. Dès qu'on parle de religion, il faut qu'ils fuient, puisque voilà, c'est la religion, c'est assez... Enfin, surtout la religion chrétienne, comme elle est ancrée, c'est ce que je disais, dans notre culture. Parfois, oui, certains historiens, en tout cas... de ce que je connais en étudiant en master ou en doctorat, fuit totalement ces discours. Mais quand on parle d'époque médiévale, on ne peut pas du tout passer à côté. Mais c'est vrai que moi, encore plus, je travaille sur la théologie et la liturgie, donc je vais encore plus loin là-dessus. Et c'est aussi ce qui peut déranger certains. C'est pour ça que j'essaie d'être le plus... Voilà, de vulgariser le plus possible, ça revient aussi à ça, d'essayer d'expliquer le plus possible que c'est pas du tout une approche de catéchisme, que je suis pas là pour exprimer la foi et dire il faut croire, etc. Donc ça commence un peu à bouger là-dessus, mais voilà, je peux dire ma vision au niveau des jeunes chercheurs, ça commence à bouger, mais certains de mes amis, donc historiens, oui, ont eu parfois, on va dire, certaines peur vis-à-vis de cette histoire religieuse quand on l'aborde plus ou moins en profondeur, quoi. Oui, ma question est pour Samuel. En fait, de mon point de vue de chercheur qui parle des Haïtiens de Montréal, donc moi, ce que j'ai remarqué à travers mes lectures, c'est que les Haïtiens vont combattre, les leaders haïtiens qui sont francophones, contrairement à la majorité qui est créole, vont combattre un peu les stéréotypes qui sont lancés dans les médias à propos des Haïtiens durant les années 80. Alors, je me demandais, est-ce que du côté des Chinois, il y a aussi une certaine forme de combat? Parce que tu as beaucoup parlé, finalement, du regard qu'on a envers les Chinois, mais est-ce que les Chinois essaient les Asiatiques aussi, parce que c'est pas seulement les Chinois, là, mais essaient de refaire de leur côté, d'intervenir dans la sphère publique, dans les médias?
Dans les sources que j'ai pu voir, il y a quand même une certaine intervention qu'on veut. Il y en a plusieurs sino-montréalais qui vont être utilisés comme témoins, qui vont essayer de présenter leur population ou leur regroupement, dans certains cas, comme plus meilleur, comme plus proche du reste, cherchant à s'intégrer ou qui veulent se dissocier de certains éléments négatifs. Ça, il y en a plusieurs. Par exemple, c'est surtout dans le Canada anglais ou dans le cas de Vancouver qu'on va entendre beaucoup parler de sino-montréalais qui vont se regrouper ensemble, qui vont vraiment faire des actions pour changer la perception qu'on a. Je pense que dans un livre de Lisa Rosemar que j'avais lu, on parlait vraiment de regroupement qui se faisait pour changer la perception que certains chercheurs avaient dans l'histoire orale qu'ils essayaient de récolter pour vraiment donner un discours qui met en valeur leur communauté selon les thèmes qu'ils veulent le mettre, par exemple. Donc oui, il y a certains combats qui se font. Par exemple, ce n'est pas des combats qui transparaissent beaucoup dans les journaux, du moins pour l'époque qui a été question. OK. Merci beaucoup. J'aurais une question pour toi, Samuel. Justement, c'est la question de Madame me fait penser dans l'instant. C'est, dans le fond, comment comme tu te sers quand même d'une presse occidentale, canadienne et pas chinoise finalement, de quelle manière le corps chinois est-il représenté et est-ce qu'il n'y a pas une espèce de communication, un prisme presque d'effarement dans la manière de mettre en scène les Chinois, ou du moins les personnes résidant dans un quartier chinois à Montréal à ce moment, à la période auquel tu étudies dans le fond? Si je comprends bien la question, en fait, le problème, oui, c'est vrai qu'en regardant par des journaux occidentaux montréalais, on va vraiment avoir un prisme déformant dans le sens que c'est clairement l'opinion occidentale qui va être là, pas nécessairement l'opinion des sino-montréalais, bien que certains vont réussir à mettre leur propre vision ou leur propre discours en étant soit paraphrasés par certains journalistes, soit en étant tout simplement le témoin par lequel que le journaliste va utiliser pour savoir l'histoire ou certains éléments. Par exemple, il est vrai qu'on n'a pas accès à la représentation que les sino-montréalais font d'eux-mêmes, étant donné que, de un, il n'y a pas vraiment de journaux sino-montréalais en part entière. On a des journaux sino-canadiens qui sont présents à l'époque, mais malheureusement sont uniquement présents en cantonais. Donc, ça complique un petit peu le fait de pouvoir avoir leur opinion. Et le but, justement, que je me suis donné n'était pas d'avoir vraiment la représentation des sino-montréalais d'eux-mêmes. Il y a plusieurs chercheurs qui ont déjà fait des efforts de ce côté-là. Par exemple, des sociologues comme Chan, un sociologue hongkongais qui a fait plusieurs efforts. Denise Ely, une anthropologue qui s'est intéressée à ce problème, qui vont pouvoir t'aider un petit peu plus là-dessus. Par exemple, moi, qu'est-ce qui m'intéressait vraiment, c'était la représentation occidentale externe dans les journaux de cette population-là. OK, mais je te remercie. Si il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais conclure la séance avec une petite dernière question pour vous trois, qui m'a été inspirée de la présentation de Mélanie. Donc, tu parlais du débat autour, est-ce que c'est une création artistique, etc. Et j'aimerais étendre la question à la thématique du colloque. Vous trois qui êtes étudiants et étudiantes au cycle supérieur, considérez-vous que votre mémoire de maîtrise ou thèse de doctorat sont également des créations artistiques ou non? C'est douloureux, ça, Félix. Tu peux répondre oui ou non, ou je ne sais pas. C'est pas une question qu'on se pose comme tous les jours, ça. Je vais laisser mes collègues répondre. Moi, je dirais que non, parce que je ne me considère pas comme... Pour moi, création artistique veut dire un artiste derrière, et je ne suis pas du tout une artiste. Je suis une chercheuse, et je considère ça comme un travail académique et de chercheur, mais plus tard, peut-être qu'il sera perçu comme une création artistique. Voilà, c'est peut-être dans la perception, plus tard, des historiens sur nous. Voilà. Je vais y aller en ne prenant pas de position claire, en disant oui, mais non, et un non, mais oui. Dans le sens que oui, il y a une certaine partie de création artistique, parce que comme un livre qu'on écrit, on utilise des mots, on crée des phrases, on crée un récit qui va être produit, mais non dans le sens que ce n'est pas un récit qui se veut artistique à la base, c'est un récit pour informer, amener des nouvelles informations, approfondir nos connaissances sur un sujet, ce qui s'éloigne un petit peu de l'art qui est plutôt là pour être observé et apprécié en quelque sorte. Bien que je ne me connaissais pas assez suffisamment dans l'art pour aller très en profondeur sur le sujet, je dois l'avouer.
Ben, merci beaucoup. Oui, mais je suis un peu en désaccord avec Sam, mais pas fortement en désaccord, mettons un 15-20 par rapport à l'art, je ne suis pas historien de l'art non plus, mais selon moi, l'art a quand même une fonction d'essayer de faire comprendre des choses qu'un texte scientifique a de la misère à faire comprendre. Par exemple, là, on sort vraiment d'histoire, mais des émotions, des interprétations par rapport à un événement. Et oui, ce que je fais, c'est scientifique, là, j'en doute pas une seule seconde, mais il y a quand même cette partie de moi qui existe dans la création, qui est un texte. Et pour reprendre Asimov dans la série Fondation, tant qu'on ne sera pas capable d'être télépathique, on ne sera pas capable de passer directement les idées. Donc, il faut passer par un médium qui est le langage. Et le langage est, en soi, selon moi, un tant soit peu artistique. Donc, je dirais, un peu comme Sam, oui mais non, avec un non fort à 85%, mais un 15% que je garde. Bien, merci beaucoup à vous trois pour vos présentations et à la salle pour votre écoute et vos questions. Donc, on a une pause là, de 15 minutes.